On dit que la pire solitude est celle qu'on ressent même entouré de monde. Mais personne ne parle de la douleur d'être jeté par celui à qui vous avez donné la vie, d'être étiqueté comme folle, non pas parce que vous avez perdu la raison, mais parce que quelqu'un veut vous prendre tout ce que vous avez construit. Et dans mon cas, tout ce que j'ai bâti l'a été avec du sang, des points de couture et des larmes. Et pourtant, mon propre fils a voulu effacer mon histoire pour garder ce qui m'appartenait. Avant de continuer, j'aimerais vous demander, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. C'est important pour moi de savoir jusqu'où cette histoire va porter. Et si vous sentez que d'une façon ou d'une autre, cette histoire vous touche, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Tant de personnes ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules. Je m'appelle Bernadette. Je suis née à la fin des années 50 dans un quartier modeste de Lyon, mais plein de voisins qui prenaient soin les uns des autres. J'ai grandi en voyant ma mère élever 8 enfants avec une main dans la casserole et l'autre au lavoir. J'ai appris très tôt à faire plus que ce dont j'étais capable. À 10 ans, je cuisinais déjà pour mon père. À 12 ans, je m'occupais de mes frères et sœurs. À 15 ans, je cousais des robes pour les femmes de la rue. À 17 ans, je suis tombée amoureuse d'un homme qui disait vouloir m'arracher à tout ça. Il m'en a arraché, mais il a emporté ma paix avec lui. Dans les années qui ont suivi, je suis devenue mère de 2 fils. L'aîné s'est perdu très tôt dans la drogue, et le cadet, Pierre, a toujours fait ma fierté. Intelligent, il parlait bien, avait de bonnes notes. Je disais qu'il serait médecin. J'ai tout fait pour lui. J'ai cousu jusqu'au petit matin pour payer ses études. J'ai vendu des gâteaux devant l'école. J'ai fait une collecte avec les voisines pour lui acheter son premier costume. Quand son père est parti, ou plutôt a disparu, c'est Pierre qui m'a tenu la main. Il me disait qu'un jour, il me donnerait le monde entier. Je le croyais, parce qu'une mère croit. À force d'efforts, j'ai réussi à acheter ma maison. Elle était simple, mais avait un jardin, 2 chambres, une cuisine aérée. C'était mon château, et tout le monde savait combien j'en étais fière. Chaque carreau, chaque plante, chaque fissure, tout y racontait une partie de ma vie. Et c'est précisément ce foyer qui est devenu la raison de la plus grande trahison que j'ai jamais vécue. Pierre a grandi, a fait des études, a trouvé un bon emploi. Il était toujours occupé. Mais il venait toujours me rendre visite, même à la hâte. Il apportait une tarte de la boulangerie, s'asseyait au bord de la chaise, demandait comment j'allais et repartait aussitôt. Je faisais semblant que cela ne me faisait pas mal. Mais si, parce qu'au fond, on sent quand on commence à devenir une visite dans sa propre maternité. Un jour, il a commencé à parler de sécurité. Il a dit que le quartier devenait dangereux, que ma mémoire me jouait des tours, que j'oubliais les casseroles sur le feu, que c'était dangereux pour moi de rester seule. J'ai dit que j'allais bien, que ma tête fonctionnait encore, que ma maison était à moi. « Maman, tu n'es plus aussi lucide que tu le penses, » a-t-il dit, d'une voix qui sonnait trop douce pour être sincère. À partir de ce jour, tout a commencé à changer. De petites confusions ont commencé à apparaître. Je laissais la clé au mauvais endroit et le lendemain, elle réapparaissait sur la porte. Le robinet de l'évier restait ouvert, des lumières allumées en pleine nuit. J'ai pensé que c'était la fatigue. Mais aujourd'hui, avec le recul, je comprends. Tout était planifié. Pierre a commencé à venir moins souvent. Mais quand il venait, il apportait toujours un ton d'inquiétude forcé. Une fois, il est arrivé avec une jeune femme qu'il a présentée comme psychologue. Elle m'a posé des questions étranges, notait tout, me regardait comme si j'étais une bête de foire. « Madame Bernadette, entendez-vous des voix ?»« Seulement celle de la radio, ma petite. Elle n'a pas ri. Elle a juste noté. » Après cela, j'ai reçu la visite d'un médecin. Il m'a à peine examiné, mais a aussi pris des notes. Je ne comprenais rien. J'obéissais simplement, parce que j'ai été élevée ainsi, en obéissant à ceux qui se disaient plus instruits. Quelques semaines plus tard, j'ai été convoquée pour une consultation de routine.
Pierre m'a emmené dans une voiture qui n'était pas la sienne. Nous sommes entrés dans une clinique blanche, froide, qui sentait fort le désinfectant. On m'a demandé d'enlever mes chaussures, on m'a fait signer un papier, et là, à cet instant, sans que je m'en rende compte, j'ai signé ma propre sentence. J'ai été internée, sans avertissement, sans explication, sans choix. J'ai passé les 2 premiers jours dans une chambre blanche, sans fenêtre, sans horloge. On m'a donné des médicaments pour dormir. Je n'arrivais pas à comprendre. Personne ne m'expliquait rien. Quand je demandais, on me disait que mon fils avait autorisé. Quand j'essayais d'appeler, on me disait que mon état émotionnel ne permettait pas de contact. J'ai crié, j'ai pleuré, et personne ne m'a entendu. Ils me regardaient comme si j'avais vraiment perdu la raison. Mais la seule chose que j'avais perdue, c'était la confiance en celui que j'aimais le plus. Peu à peu, j'ai compris où j'étais. Ce n'était pas une maison de repos, comme Pierre me l'avait dit des semaines auparavant, quand il essayait de me convaincre de quitter la maison pour quelques jours. C'était un hôpital psychiatrique, un de ces endroits dont beaucoup font semblant qu'ils n'existent plus. Mais ils existent. Et là-dedans, les voix sont étouffées, les yeux discrédités et les douleurs traitées comme des exagérations. Le premier jour, on m'a donné un bracelet avec mon nom. Le deuxième, on m'a enlevé mes boucles d'oreilles. Le troisième, on m'a emmené dans une salle où un homme en blouse blanche m'a posé des questions tout en griffonnant sur un bloc. Il ne me regardait même pas dans les yeux. Il se contentait de noter, comme si mes paroles étaient des parasites de radio mal syntonisés. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Mon fils m'a dit que c'était juste une consultation. Votre fils vous a amené avec une demande judiciaire de mise sous tutelle, Madame Bernadette. Mise sous tutelle. Ce mot a résonné en moi comme une sentence. Je n'ai pas compris immédiatement. J'ai demandé des explications. Il a croisé les bras, m'a regardé fixement comme s'il allait enseigner l'alphabet à un enfant. Vous avez été déclaré inapte à prendre soin de vous-même. Votre fils est maintenant votre tuteur légal. Tuteur. Joli mot pour quelqu'un qui désormais contrôle tout. J'ai respiré profondément. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Je me suis souvenu des conversations étranges lors des dernières visites de Pierre, de la jeune femme qui m'avait analysé avec des yeux froids, du papier que j'avais signé sans lunettes, avec ma vue fatiguée et ma peur tue. Tout prenait sens maintenant, ou plutôt, tout s'intégrait dans son plan. Les jours suivants, j'ai vécu comme dans un mauvais rêve. Je me réveillais avec une infirmière qui ouvrait la porte sans frapper. Elle me donnait un comprimé jaune et une vitamine sans goût. Je me sentais de plus en plus faible, pas physiquement. C'était la pensée qui se fanait, la volonté qui se cachait. Le temps, dans un tel endroit, ne passe pas. Il tourne en cercle, et vous tournez avec lui, étourdi, sans direction. J'ai rencontré d'autres femmes là-bas. Certaines plus jeunes, d'autres plus âgées. La plupart étaient là pour les mêmes raisons, personne ne voulait d'elles. Certaines avaient des enfants qui n'étaient jamais revenus. D'autres ne se souvenaient même plus si elles avaient une famille. Et c'est un de ces jours, assise sur le banc de la cour, que j'ai entendu Madame Josette dire « Le plus douloureux n'a pas été d'être traitée de folle. C'était de réaliser que personne ne se souciait de savoir si je l'étais ou non. Elle avait les yeux creux et un calme triste. Elle m'a donné un morceau de papier avec un poème écrit à la main. Des vers courts, mais aiguisés comme des rasoirs. Je l'ai gardé caché dans l'ourlet de mon chemisier. C'était la seule chose qui avait du sens là-bas. Les semaines sont devenues des mois. J'ai reçu 2 visites de Pierre pendant cette période. Rapides, mécaniques. Il apportait un sourire en plastique et un ton de voix trop doux pour être vrai. Il apportait des fleurs comme s'il visitait une tombe. Lors de la 2e visite, j'ai risqué « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Il a fait semblant de ne pas entendre. « Maman, c'est mieux pour toi ici. La maison demande beaucoup d'entretien. Et ton état, tu dois comprendre. » « Je ne suis pas malade, Pierre. » Il a détourné le regard.
Il ne me regardait jamais longtemps. « Tu as besoin de te reposer. Tu as pris ma maison, n'est-ce pas ?» Il est resté silencieux. Là, j'ai su. Pas besoin de réponse. La visite a duré moins de 20 minutes. Et quand il m'a dit au revoir, il ne m'a pas touché. Il est parti comme on sort d'une salle qu'on ne veut plus visiter. Ce jour-là, j'ai pleuré. Pas comme les autres fois. J'ai pleuré profondément. J'ai pleuré pour la maison, pour les plantes dont je prenais soin avec amour, pour la machine à coudre qui avait encore du tissu pour quelques robes. J'ai pleuré pour la voisine qui frappait au portail pour demander une recette, pour la bouilloire qui sifflait chaque matin. J'ai pleuré parce que j'ai réalisé que tout cela m'avait été arraché et qu'il n'y avait personne pour crier justice. Mais Madame Josette m'a prise par le bras. « Ne te laisse pas abattre. Ils m'ont tout pris. Il te reste encore une chose. »« Quoi ? » ?»« Ta vérité. » Cette phrase m'a réveillée. À partir de ce jour, j'ai commencé à observer davantage. J'ai prêté attention à chaque mot des professionnels. J'ai mentalement noté les horaires des médicaments. J'ai mémorisé les noms des patientes, des infirmiers, des équipes. J'ai commencé à faire semblant d'accepter, d'aller mieux, d'être tranquille, juste pour qu'on me donne un peu de liberté. J'ai obtenu du papier, j'ai obtenu un stylo. J'ai commencé à tout écrire, chaque détail, chaque conversation, chaque visite. Mon plan était simple, attendre le bon moment. Et quand il arriverait, montrer que celle qui semblait folle était en réalité quelqu'un de très lucide. J'ai commencé à écrire des lettres, une par une, adressées à des personnes en qui j'avais confiance à l'extérieur, une ancienne voisine, la couturière qui fréquentait le syndicat, une infirmière qui, une fois, m'avait dit tout bas que tout cela semblait injuste. Pendant des semaines, j'ai écrit clandestinement. J'ai caché les lettres dans la doublure de ma chemise de nuit, jusqu'à ce qu'un soir, je réussisse à convaincre une employée, jeune et au regard bon, d'emporter les lettres. Elle ne m'a rien promis. Elle a juste dit qu'elle essaierait. J'ai attendu 2 jours, 1 semaine, 2, jusqu'à ce qu'un jour, à l'aube, une nouvelle médecin apparaisse. Elle ne m'a pas regardée comme les autres. Elle s'est assise au bord du lit et a dit « Madame Bernadette, nous devons parler. » Elle avait reçu une copie des lettres. Elle avait tout lu. Et plus encore, elle avait enquêté. Pierre avait transféré la maison à son nom. 1 mois après mon internement, il avait déclaré au notaire que j'étais incapable. Il avait tout signé en tant que mon représentant légal. Et il avait loué la propriété à une agence immobilière qui y avait déjà installé une nouvelle famille. Mon sang s'est glacé. Mais elle a poursuivi. Nous entamons un processus de réévaluation. Si vous êtes d'accord, nous pouvons demander une commission médicale indépendante. Je n'ai pas hésité. Je veux, maintenant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pour la première fois, non par peur, mais par espoir. Dans ma tête résonnait une seule certitude. Si on a essayé d'effacer mon histoire, en me traitant de folle, c'est maintenant à mon tour de montrer que celle qui crie n'est pas toujours celle qui a perdu la raison. La commission médicale est arrivée en silence. Ils étaient 3 spécialistes, chacun avec une façon différente de regarder. L'un d'eux était trop silencieux. Un autre me posait des questions d'un ton presque mécanique, mais la troisième, une femme aux cheveux courts et à la parole claire, me regardait avec une attention véritable. De celles qui nous surprennent presque tant on n'y est plus habitué. L'entretien a duré 2 heures. Ils m'ont demandé de parler de ma routine avant l'internement. J'ai parlé de mes pains, de ma machine à coudre, des gâteaux d'anniversaire que je faisais pour les enfants du quartier. Ils m'ont interrogé sur ma confusion mentale. J'ai répondu avec précision, donnant date, nom, et même le montant exact de la dernière facture d'électricité que j'avais payée avant d'être emmenée. Quand j'ai terminé, la médecin m'a regardé dans les yeux et a dit « Si vous êtes ici, ce n'est pas à cause d'un délire. C'est à cause d'une injustice. » Cette phrase m'a réchauffé le cœur comme je ne l'avais pas senti depuis des mois. L'espace d'un instant, mon dos s'est redressé.
comme si le nom qu'on avait tenté d'effacer, Bernadette, avait été réécrit avec une encre solide. La semaine suivante, j'ai reçu l'autorisation de marcher dans le jardin sans accompagnateur. J'ai senti l'odeur de l'herbe, le chant des oiseaux, et pour la première fois depuis longtemps, l'air m'a semblé respirable. Le corps était encore faible, mais l'esprit, lui, courait. La médecin est revenue quelques jours plus tard avec une nouvelle. Nous avons le rapport, et il affirme que vous ne présentez aucun signe clinique justifiant un internement involontaire. J'ai respiré profondément. Et maintenant? Maintenant, nous allons en justice. Les démarches ont commencé. La médecin qui me soutenait a déposé une demande de révision de la mise sous tutelle. Une nouvelle audience serait fixée. Et j'aurai la chance de parler, de me défendre, de montrer que la folie, si elle existait quelque part, n'était pas dans mon esprit, mais dans la cupidité de celui qui avait utilisé son propre sang pour tromper celle qui n'avait su qu'aimer. Les jours précédant l'audience ont été agités. Même avec la certitude que tout était fait correctement, la peur me hantait. Parce que quand on vous traite comme un rien pendant assez longtemps, vous commencez à croire que vous êtes peut-être vraiment devenu poussière. Mais Madame Josette, ma compagne de banc dans la cour, m'a rappelé. « Tu n'es pas seule. Il y a trop de femmes dehors qui vivent ce que tu as vécu. Tu vas parler pour nous toutes. Le jour de l'audience, j'ai été escortée jusqu'au tribunal. Cheveux attachés, vêtements simples, chaussures empruntées. Trop de lumière après tant de temps enfermée. On m'a conduite dans une salle où mon avocat, un défenseur public recommandé par la médecin, m'a expliqué ce qui allait se passer. Pierre était là, en costume bien repassé, l'air de quelqu'un qui ne perd jamais le contrôle. En me voyant, il a tenté un sourire. Mais cette fois, c'est moi qui ai détourné le regard. Je ne devais plus rien à cet homme. Quand on m'a appelé, je suis entrée les jambes flageolantes, mais le cœur vaillant. Le juge m'a demandé de parler. Et j'ai parlé. J'ai parlé de l'enfance de Pierre, des nuits où j'avais cousu sans dormir pour payer ses études, des après-midi où j'avais préparé son plat préféré même quand il ne venait pas. J'ai parlé de la clinique, des médicaments, du silence forcé. J'ai parlé de la maison, de la mémoire qu'elle gardait, de l'odeur des rideaux quand le vent du matin soufflait. Et enfin, j'ai parlé de la douleur. Votre honneur, je ne suis pas folle. Mais si je l'étais, ce serait à cause de tout ce qu'on m'a fait. Ce que j'ai vécu ne se guérit pas avec des médicaments. Cela se guérit par la justice. Le juge a écouté en silence. Puis ce fut au tour de la défense de Pierre. Ils ont tenté de dépeindre un tableau de soucis excessifs. Ils ont prétendu qu'il avait agi par zèle, qu'il voulait éviter les accidents, qu'il craignait pour ma sécurité. Mais les documents, les rapports médicaux, les signatures falsifiées parlaient plus fort. La décision est tombée une semaine plus tard. La tutelle a été suspendue. La propriété de la maison a été restituée. Et Pierre, poursuivi pour fraude et abus de tutelle. J'ai été libérée de la clinique le lendemain. Je suis sortie par la même porte que celle par laquelle j'étais entrée des mois auparavant, mais maintenant la tête haute. La jeune infirmière qui avait emporté mes lettres m'attendait dehors. Elle a souri et dit « Je savais que vous en sortiriez entière. » Dehors, la vie avait changé. Le voisinage était le même, mais la maison était différente. Nouvelle peinture, plantes arrachées, portail changé. La famille qui louait est partie sans faire de scandale. Je suis entrée lentement. Je me suis assise dans le salon. J'ai regardé autour de moi et j'ai pleuré. Non pour ce qu'ils avaient pris, mais pour tout ce que je pouvais encore reconstruire. Peu à peu, j'ai repris ma routine. J'ai retrouvé la voisine de mon enfance. J'ai recommencé à vendre des gâteaux, à coudre, à être appelée Tata Bernie par les enfants. J'ai tenu à raconter mon histoire à qui voulait l'entendre, non par vengeance, mais parce qu'aucune femme ne devrait traverser ce que j'ai traversé en silence. J'ai été invitée à parler dans des cercles de discussion sur les droits des personnes âgées.
J'ai parlé à des assistantes sociales, des groupes de soutien, des étudiants. Dans chaque intervention, je répétais « On ne devient pas fou en vieillissant. On devient fou quand on essaie d'effacer notre histoire. » Sophie, oui, la même qui dirige aujourd'hui un institut et coordonne des projets, m'a invitée à enregistrer un épisode du podcast Mémoire vivante. Et j'y suis allée. J'ai tout raconté, sans rien cacher. Et à la fin, elle m'a demandé « Que diriez-vous à d'autres mères qui vivent cette menace ?» Et j'ai répondu « Regardez dans les yeux de ceux qui disent s'inquiéter pour vous. Parfois, la fausse inquiétude a l'odeur de l'ambition. » Cette semaine-là, j'ai reçu plus de 300 messages, de femmes comme moi, de fils repentants, de petites filles indignées, des gens qui disaient « C'est l'histoire de ma grand-mère, c'est l'histoire de ma mère, c'est mon histoire. » J'ai été émue par chacun d'eux. Sur la terrasse de ma maison, aujourd'hui rénovée, j'ai écrit « Ils ont essayé de me faire taire avec un tampon. Mais l'amour-propre que je portais dans chaque couture de ma maison a parlé plus fort. Et maintenant, ma voix ne tient plus entre quatre murs. » Après l'épisode du podcast, mon histoire a parcouru des chemins que je n'aurais jamais imaginés. J'ai été contactée par des journalistes, invitée à des tables rondes, citée dans des travaux universitaires. Une des interviews a été diffusée sur une chaîne nationale, lors d'une émission spéciale sur la violence patrimoniale contre les personnes âgées. Là, pour la première fois, j'ai entendu mon nom mentionné non comme victime, mais comme symbole de résistance. L'équipe de l'émission est venue chez moi. Ils ont filmé dans la cuisine, dans le jardin où je plantais de la menthe, dans le salon où restaient les traces de la rénovation faite par ceux qui ont voulu m'effacer. Ils m'ont demandé de montrer quelque chose qui avait résisté au temps. Je les ai conduits jusqu'à un vieux coffre. À l'intérieur, ma Bible, une vieille photo de Pierre encore petit, et la couverture en patchwork que j'avais cousue pendant les mois où j'étais internée. Ils ne savaient trop pas, mais cette couverture était mon cri silencieux. Chaque point un souvenir, chaque couleur une cicatrice cousue avec patience. Une des journalistes, jeune, avec des yeux qui brillaient d'indignation, m'a demandé « Pouvez-vous regarder votre fils aujourd'hui ?» La question était sincère, mais la réponse exigeait du calme. Je le regarde, non avec colère, mais avec lucidité. Je n'attends plus rien. Ce qui a été fait ne peut être défait, mais cela ne me définit pas non plus. Le reportage a été diffusé et dans les jours qui ont suivi, des lettres ont commencé à arriver. Certaines écrites à la main, d'autres tapées. Des gens que je n'ai jamais vus, de régions que je n'ai jamais visitées. Des femmes qui ont vécu des situations similaires. Des hommes qui ont avoué s'être tus face à la souffrance de leur mère. Et même des fils qui ont dit « Vous entendre m'a fait repenser à la façon dont je traite ma mère. » Un de ces messages m'a marqué. Il venait d'une adolescente de 15 ans. Ma grand-mère a été internée par mon oncle. Ils disent qu'elle dérangeait. Aujourd'hui, après vous avoir entendu, j'ai compris qu'elle voulait juste rester près de nous. Merci d'être une voix pour ceux qui n'ont plus la force. J'ai gardé cette lettre dans ma Bible. Chaque fois que la peur tente de revenir, je la relis. Elle me rappelle pourquoi j'ai choisi de ne pas me taire. Avec la visibilité est venue aussi la responsabilité. J'ai été appelée à collaborer à un projet de loi visant à renforcer les sanctions contre ceux qui falsifient des mises sous tutelle ou des internements pour leurs propres bénéfices. J'ai rejoint des avocates, des procureurs et des militantes. Je ne comprenais rien aux articles ou aux termes juridiques, mais je comprenais très bien la douleur que ces situations causaient. Mon rôle était de montrer le côté humain de l'histoire, la douleur derrière le document. Lors d'une de ces réunions, une députée m'a dit « Madame Bernadette, vous êtes la preuve vivante que les lois ne peuvent plus ignorer la vieillesse. » Je suis rentrée chez moi le cœur réchauffé. Je savais que je ne pouvais pas tout changer, mais je pouvais être un élan pour ceux qui viendraient après moi. Dans la ville, l'impact était également visible. La mairie a créé un groupe d'écoute pour les femmes du troisième âge. J'ai été invitée à coordonner les premiers cercles.
J'ai appelé des amis, des voisines, des connaissances. Peu à peu, les rencontres se sont élargies. Nous avons fini par former un collectif. Nous avons choisi un nom simple, Maison de droit, parce que ce qu'on m'avait pris n'était pas seulement un bien immobilier, c'était le droit de décider de ma vie. Dans cet espace, des histoires émergeaient avec une douleur contenue depuis des années. Une dame a raconté que son petit-fils avait vendu sa voiture sans demander. Une autre a dit que sa fille contrôlait sa carte de crédit et qu'elle ne savait plus combien elle recevait. Toutes avec des yeux fatigués, mais encore avec un brin d'espoir. À partir de ces témoignages, nous avons commencé à agir. Nous avons cherché un soutien juridique gratuit, organisé des ateliers d'autonomie financière, produit des dépliants expliquant comment reconnaître les signes d'abus patrimonial. Nous avons même créé un canal de dénonciation anonyme avec l'aide d'étudiants de l'université locale. La ville a changé. Les conversations ont changé. Le regard sur les femmes âgées a cessé d'être uniquement empreint de pitié. Il est devenu respectueux. Pour la première fois, beaucoup ont pu se présenter sans avoir à justifier leur âge comme s'il s'agissait d'une excuse. Et au milieu de tout cela, j'ai continué ma vie. Je cousais, je vendais des gâteaux, je faisais les ongles des voisines. Le dimanche, j'aidais à la paroisse. Le mardi, je lisais aux enfants de l'école publique. Et les vendredis de chaque soir, j'écrivais des lettres, certaines pour moi-même, d'autres pour des femmes qui m'écrivaient en retour. Pierre n'est jamais revenu. Le procès suivait son cours. Mais je ne le suivais pas avec anxiété. Je ne dépendais plus du verdict pour avancer. Ce qu'il avait fait, il le porterait avec lui. Et ce que j'avais reconstruit, personne ne pouvait plus me l'enlever. Un jour, j'ai reçu une invitation de l'université pour raconter mon parcours lors d'une leçon inaugurale de psychologie. C'était l'ouverture du semestre. Étudiants, professeurs, personnes extérieures. La salle était comble. Je suis montée sur scène avec une robe bleu marine que m'avait offerte Madame Élise, voisine et couturière qui m'avait aidé à renouveler ma garde-robe après l'internement. Je me suis tenue devant le microphone. Lumière sur moi. Papier avec des notes en main, mais j'ai décidé de parler avec le cœur. On m'a traitée de folle, mais on ne m'a pas internée à cause de mon esprit. On m'a mise là parce qu'ils savaient que seule, je n'aurais pas pu me défendre. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que, même enfermée, je garderais allumée la lumière de ma vérité. Et cette lumière, mes enfants, ne s'éteint pas avec des médicaments, applaudissements, cris de soutien, étreintes chaleureuses après la conférence, des jeunes qui m'ont appelée source d'inspiration, des femmes qui m'ont dit « Vous êtes le courage incarné ». Ce soir-là, je suis rentrée chez moi les jambes douloureuses, mais l'âme en fête. Assise sur la terrasse, thé chaud entre les mains, brise douce sur le visage, j'ai écrit « Perdre tout est différent de se perdre soi-même ». Ils m'ont pris ma maison, ils m'ont refusé la parole, ils m'ont déclaré incapable. Mais j'ai persisté. Et pour avoir persisté, je suis maintenant le témoignage vivant qu'aucune femme n'est née pour être réduite au silence. Nous sommes racines. Et les racines, quand elles sont maltraitées, poussent sous la terre. Et un jour, elles font dans le sol. Après cette leçon inaugurale, ma routine a pris un nouveau rythme. Je continuais à m'occuper de la maison, à vendre mes gâteaux à l'orange avec glaçage au caramel, recette que j'avais apprise de ma mère, et à garder ma terrasse ordonnée avec des pots de fleurs que je cultivais moi-même. Mais maintenant, au-delà des tâches quotidiennes, je me suis vue responsable de quelque chose de plus grand, porter plus loin ce que mon histoire représentait. J'ai commencé à recevoir des invitations d'écoles, de groupes religieux, de rencontres communautaires. Parfois, c'était juste pour une discussion. D'autres fois, pour animer des ateliers sur la reconnaissance des signes d'abus émotionnel et patrimonial. Et le plus impressionnant était de voir que ce n'était pas seulement des femmes âgées qui venaient. Il y avait des jeunes, des hommes, des mères, des filles. La conversation s'élargissait parce que la blessure était plus commune qu'on ne l'imaginait. Vous n'êtes pas un poids, madame. Vous êtes un socle. Et un socle soutient.
Il ne traîne pas. À partir de ce jour-là, Odette est devenue l'une des voix les plus assurées du groupe. Elle a commencé à lire à haute voix les textes des autres, elle a repris confiance, s'est remise à la broderie et a même commencé à enseigner le crochet aux jeunes filles de l'école communale. Son histoire me rappelait la mienne, non par les détails, mais par l'essence. On nous avait traités d'exagérés parce que nous avions eu le courage de ne pas baisser la tête. Claire, qui suivait tout cela, a proposé quelque chose d'audacieux, organiser une conférence régionale sur le thème « Liberté dans la maturité ». L'idée était de rassembler des initiatives valorisant le rôle des femmes âgées, des groupes de lecture, des cercles de mémoire, des ateliers d'autonomie, jusqu'aux expériences internationales abordant le vieillissement avec dignité. Nous nous sommes unis pour y parvenir. Nous avons créé des commissions, obtenu des financements, convoqué des bénévoles. En 3 mois, tout était prêt. L'auditorium choisi pouvait accueillir 300 personnes. Il affichait complet en 2 jours. Des participantes sont venues de différentes régions. Certaines ont voyagé pendant des heures en car pour être présentes. L'ouverture m'a été confiée. Je suis montée sur scène avec la robe brodée par Madame Odette, légère, florale, avec des détails cousus à la main. J'ai senti l'affection dans chaque point. J'ai regardé cet auditoire et j'ai dit « Pendant longtemps, on a essayé de nous faire taire avec des pilules, des tampons officiels, des décisions sans consultation. Mais aujourd'hui, regardez bien. Nous sommes ici, debout, exprimant ce que nous ressentons, ce que nous avons vécu et ce que nous voulons encore vivre, parce que la liberté n'a pas de date de péremption. » La conférence a été un tournant décisif. Elle a donné naissance à des partenariats, de nouveaux collectifs, des publications conjointes et, plus important encore, des alliances affectives. Des femmes qui ne s'étaient jamais regardées ont commencé à marcher ensemble. Certaines venues comme auditrices sont reparties chez elles en tant que leaders de leur communauté. À la clôture, Claire a lu un manifeste que nous avions écrit ensemble, basé sur tout ce que nous avions construit. Nous sommes plus que des survivantes. Nous sommes des bâtisseuses de ponts. Le temps qui a passé ne nous a pas affaiblis. Il nous a donné des racines. Et maintenant, là où il n'y avait que silence, nous plantons la permanence. À la fin de la conférence, j'ai reçu une invitation d'un institut de recherche pour donner mon nom à une bibliothèque populaire exclusivement consacrée aux œuvres de femmes âgées. J'en suis restée sans voix. J'ai accepté avec humilité et émotion. La bibliothèque Marguerite Dufour fut inaugurée l'année suivante. Un espace coloré, avec des étagères accessibles, des canapés confortables, un éclairage naturel et une fresque murale avec les portraits des premières contributrices. L'idée était que chaque femme y laisse un peu de son histoire, sous forme de textes, lettres, recettes, dessins ou photographies. Sur le mur, ils avaient écrit une phrase qui m'a donné le frisson. « Ici, nous conservons non seulement des livres, mais des vies qui ont insisté pour continuer à être racontées. » J'ai commencé à fréquenter l'endroit chaque semaine. J'ai organisé des clubs de lecture, des médiations avec des jeunes, des cercles intergénérationnels. Un jour, un enfant m'a demandé « Mamie Maggie, quand vous étiez petite, vous vouliez être écrivaine ?» J'ai répondu sans réfléchir « Je voulais être entendue. » Cet après-midi-là, j'ai écrit dans mon carnet « Je n'ai jamais imaginé devenir un livre, ni un bâtiment, ni un nom sur une plaque. Je voulais juste que quelqu'un m'écoute vraiment. Et aujourd'hui, j'ai découvert que lorsqu'on parle avec le cœur, on devient une voix pour beaucoup plus de gens qu'on ne l'imagine. » Avec mon nom gravé sur le mur de la bibliothèque et les rencontres prenant de l'ampleur chaque semaine, j'ai réalisé qu'il y avait un mouvement que même le temps ne pouvait plus arrêter. Une génération de femmes qui, bien qu'ayant été réduites au silence pendant des décennies, choisissaient maintenant les mots comme forme de renaissance. Ce n'était plus seulement à propos de moi, de Laurent ou de ma maison. C'était à propos de toutes ces femmes qui disaient non aux étiquettes imposées, aux interdictions forgées,
au silence cultivé par peur ou honte, nous avons commencé à documenter ces expériences en vidéo. Claire a formé une équipe de jeunes bénévoles pour filmer les rencontres, les lectures, les témoignages spontanés. Ainsi est née une web-série intitulée « Ce n'était pas de la folie » où chaque épisode racontait l'histoire d'une femme dont l'autonomie avait été mise en question, que ce soit par la famille, le système de santé, la bureaucratie de l'État ou les préjugés déguisés en sollicitude. Le premier épisode était le mien. Assise dans mon salon, avec le rideau qui ondulait en arrière-plan et le son d'une vieille radio jouant doucement, j'ai tout raconté à nouveau. Mais cette fois, avec une autre voix, sans tremblement. Sans peur de me perdre en chemin, j'ai parlé des nuits dans la chambre blanche, de l'odeur du désinfectant, de la sensation d'être vivante et pourtant de ne pas être considérée comme une personne. J'ai parlé du premier stylo qu'on m'a donné, du billet caché dans l'ourlet de mes vêtements, de l'espoir qui refusait de mourir. Et enfin, j'ai regardé la caméra et j'ai dit « Ils ont voulu m'effacer. Mais je suis devenue histoire, et l'histoire ne s'efface pas, elle se transmet. » La vidéo a circulé rapidement. Des personnes d'autres régions ont commencé à écrire, demandant à raconter aussi leur parcours. Nous avons créé un canal ouvert pour recevoir les témoignages. Et peu à peu, nous avons tissé un réseau qui traversait le pays. La toile du silence était remplacée par une autre, faite d'écoute. La maison, qui avait été un jour le théâtre de ma douleur, servait maintenant de point d'appui pour des rencontres plus intimes. C'était courant de voir des femmes assises à la table de la cuisine, écrivant ensemble, échangeant des recettes, organisant des documents. Nous avons reçu des dons de papier, de cartouches d'encre, d'étagères. Des personnes qui n'avaient jamais pu contribuer auparavant sentaient maintenant qu'elles aidaient vraiment. La mairie nous a cédé un terrain derrière l'école communale et nous y avons créé le Jardin des Voix. Chaque parcelle portait le nom d'une femme qui avait contribué au collectif. L'espace servait tant à la culture qu'à la conversation. C'est là que je me sentais le plus vivante, les mains dans la terre, le soleil sur le visage et les mots qui coulaient naturellement. Lors d'un de ces après-midi de jardinage, Madame Thérèse, qui avait passé plus de 10 ans dans une maison de repos sans jamais recevoir de visite, m'a dit « Marguerite, je n'aurais jamais imaginé vieillir en souriant. Vous m'avez montré qu'il est encore temps. » Elle ne parlait pas de façon poétique. Elle était directe, comme quelqu'un qui a redécouvert le plaisir d'appartenir. Son histoire, comme tant d'autres, est devenue un épisode de la série. Et ainsi, davantage de femmes ont commencé à apparaître avec un courage renouvelé. Certaines venaient avec les mots déjà prêts. D'autres avaient un besoin d'encouragement. Mais toutes, sans exception, voulaient se voir différemment de ce qu'on disait d'elles. Un moment marquant est survenu lorsque nous avons reçu une invitation de la Commission nationale des droits humains pour présenter les résultats du projet. Nous avons préparé un rapport avec les données, les vidéos, les carnets. Nous sommes allés à Paris. Lors de l'audience, pendant que certaines autorités parlaient chiffres et statistiques, on nous a appelés à la tribune. Je me suis levée calmement, j'ai regardé les personnes dans la salle et j'ai dit « Ce qu'on m'a fait était criminel, mais ce que j'en ai fait est devenu un chemin. » La différence entre folie et résistance se trouve dans le côté de l'histoire que vous choisissez d'écouter. Les mots sont restés suspendus dans l'air, et cette fois, personne n'a osé douter. Nous sommes rentrés chez nous avec de nouveaux soutiens, de nouvelles propositions. Mais le plus important était ce qui fleurissait là, au quotidien, des femmes se renforçant les unes les autres, écrivant ensemble leur propre biographie. Claire, attentive à tout, m'a appelée un matin et m'a dit « Maman, je voudrais te proposer quelque chose. Dis-moi, ma fille, et si nous écrivions ensemble un livre rien qu'à nous ?» J'ai écarquillé les yeux. Notre histoire, la tienne, la mienne, la nôtre, mais sans fioriture, sans essayer de paraître beau, juste la vérité. J'ai accepté. Et nous avons commencé.
Nous nous réunissions tous les soirs. Je racontais, elle écrivait. Puis, elle lisait et je corrigeais. Parfois, nous nous arrêtions pour rire. D'autres fois, nous avions besoin de pleurer. Et à de nombreux moments, nous restions simplement silencieuses, parce que ce qui devait être dit était déjà dans le regard. Le livre s'est appelé « Entre la maison et le silence ». Et ce n'était pas seulement une biographie, c'était un cri écrit, une affirmation que la femme qu'on avait tenté de faire disparaître était plus présente que jamais. Lors du lancement, qui a eu lieu dans la bibliothèque qui portait mon nom, j'ai invité chaque femme qui avait contribué à s'asseoir à mes côtés. C'était une longue file, une rangée de vies entières, reconstruites. Claire a fait l'ouverture, et moi, la clôture. J'ai été réduite au silence par ceux qui disaient « m'aimer ». Aujourd'hui, je suis amplifiée par ceux qui ont choisi de m'écouter. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est celle de toutes celles qui ont survécu à l'oubli. Après cela, ma maison a reçu une nouvelle plaque, une simple plaque en bois avec des lettres gravées à la main. Ici vit une femme qui a refusé d'être effacée. Et chaque fois que quelqu'un sonne à la porte, je sais qu'une nouvelle histoire arrive, qui demande à être racontée. Les mois qui ont suivi la publication du livre ont été de mouvements constants. La maison, qui avait été un jour le décor d'une tentative d'effacement, s'était transformée en un centre vivant de mémoire et de reconstruction. Nous recevions des lettres, des dons, des invitations. Des personnes traversèrent des villes pour connaître de près l'espace où les recommencements étaient cultivés avec le même soin qu'on apporte à une plante blessée par le soleil. Nous avons commencé à organiser le cycle de la parole, une série de rencontres bimensuelles qui réunissaient des femmes de différents âges pour partager leurs expériences à travers des textes courts, des chansons, des peintures et même des mises en scène improvisées. C'était impressionnant de voir comme l'expression venait plus facilement quand l'écoute était réelle. Il n'y avait pas de scène, mais les chaises formaient un cercle, et dans ce cercle, personne n'était plus ou moins important. Un jour, une jeune femme nommée Sophie, 24 ans, est venue nous voir. Étudiante en théâtre, elle avait grandi avec sa grand-mère, qui avait été internée contre son gré des années auparavant. La grand-mère était déjà décédée, mais la petite fille portait encore la culpabilité de n'avoir rien fait à l'époque. Elle voulait lui rendre hommage d'une façon ou d'une autre. Nous lui avons suggéré de créer une courte pièce inspirée de l'histoire de sa grand-mère. Elle est revenue 3 semaines plus tard avec un scénario. Il s'intitulait « La fenêtre restée ouverte ». La mise en scène était simple, une femme âgée assise devant une fenêtre, attendant que sa fille revienne. Et tout au long de la pièce, on lisait des lettres qui n'avaient jamais été envoyées. Nous avons présenté la pièce lors d'une de nos rencontres, et quand elle s'est terminée, la salle était dans un silence absolu, suivi d'un pleur collectif qui semblait libérer quelque chose gardé depuis longtemps. À la fin, Sophie m'a embrassée et a dit « Si ma grand-mère était vivante, elle se reconnaîtrait ici. » Merci de m'avoir donné du courage. Le courage, au fond, était partagé. Claire, toujours présente, me surprenait par la façon dont elle grandissait dans ce processus. Elle n'était plus seulement ma fille, elle était aussi une médiatrice d'histoire. Lors d'une des réunions, elle a proposé un nouveau projet, créer une archive orale permanente avec les récits des femmes qui étaient passées par la Maison du droit. Ce serait une façon de préserver ce qui se perd souvent, le ton de la voix, la pause entre les mots, le rire qui s'échappe au milieu d'un souvenir difficile. Nous avons appelé le projet « Elles disent ». Nous avons monté un petit studio improvisé dans une pièce de la bibliothèque. Nous avons enregistré avec des téléphones portables, des microphones simples, un éclairage naturel. Et pourtant, le contenu avait une force saisissante. Une dame de 91 ans a raconté comment elle avait été forcée de renoncer à son nom sur le compte bancaire après la mort de son mari. Une autre de 67 ans a révélé qu'elle avait passé 4 ans à vivre dans une petite chambre au fond de sa propre maison, pendant que ses enfants rénovaient la partie principale pour la louer.
Chaque récit était un morceau de la structure d'oppression que tant avaient affronté. Nous avons décidé de publier des extraits des enregistrements chaque semaine sur les réseaux sociaux. Nous n'étions pas pressés. Chaque semaine, un nom, une histoire, un écho. Et les commentaires venaient de partout. Ma mère a vécu la même chose. C'est l'histoire de ma tante. Merci d'en parler. Nous avons commencé à être sollicités par des universités intéressées à utiliser le matériel comme outil pédagogique. Des cours de service social, de psychologie, de droit. C'était comme si, soudain, le monde académique comprenait que l'expérience vécue a autant de valeur que la théorie. À la fin de cette année-là, nous avons reçu une proposition pour transformer une partie du contenu en documentaire. Un cinéaste indépendant, touché par la web-série, a voulu réunir certaines de ses voix dans un long métrage. Le titre proposé était simple et puissant, Capable. Nous avons passé des mois à filmer, voyager, recueillir des images. La première a eu lieu dans un cinéma populaire du centre-ville. Claire et moi nous sommes assises au dernier rang. Et quand les lumières se sont éteintes et que l'écran a illuminé le visage de Madame Thérèse disant « Je n'étais pas folle, juste fatiguée de ne pas être écoutée », quelque chose en moi s'est défait et s'est refait en même temps. Nous avons reçu une ovation debout. Mais plus que les applaudissements, ce qui m'a marqué, c'était de voir le regard des personnes qui quittaient la salle. Un regard empreint de respect. Ce genre de respect qui ne s'achète pas, ne s'exige pas. Il se construit avec la vérité. Ce soir-là, rentrée chez moi et assise sur ma terrasse, j'ai écrit « Si un jour ils ont voulu me mettre sous tutelle, aujourd'hui je suis une référence. Si un jour ils m'ont fait taire, maintenant je parle pour beaucoup. Et le plus beau est de savoir que tout cela a commencé quand j'ai décidé que mon histoire méritait d'être racontée. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je ne me vois plus comme une victime. Je me vois comme un chemin sinueux, certes, mais un chemin parcouru avec dignité malgré tout. J'ai traversé la douleur d'être réduite au silence, d'être discréditée, de perdre ce que j'avais mis toute une vie à construire. Mais j'ai aussi vu naître des ruines, une femme qui n'accepterait plus jamais d'être invisible. La maison où tout a commencé est maintenant le siège de projet, un refuge d'histoire, une scène de reconstruction. Dans le salon, il y a une étagère avec des livres écrits par des femmes qui ont découvert l'écriture comme extension de leur propre voix. Dans la cuisine, on échange des recettes avec la même tendresse qu'on partage un souvenir. Et dans le jardin, des enfants jouent parmi le romarin et la lavande, plantés par des mains qui tremblaient autrefois de peur, mais qui aujourd'hui portent de l'assurance. Laurent n'est jamais réapparu. Pendant longtemps, j'ai souhaité qu'il vienne, non pas pour demander pardon, mais pour qu'il voie ce que je suis devenue. Plus tard, j'ai compris que son absence était déjà une réponse suffisante. Tous les liens ne peuvent pas être refaits, et cela fait aussi partie de la guérison. Claire, au contraire, est devenue une part inséparable de mon parcours. Elle n'essaie pas de réparer le passé. Mais elle construit avec moi un présent digne. Nous avons appris ensemble que l'amour, quand il est mûr, n'exige pas l'oubli. Il exige la vérité. Elle m'appelle ma vieille savante, et je l'appelle ma fille qui est revenue entière. Cette année, nous avons fondé l'Institut Voix légitime, un espace de formation, de dénonciation, d'accueil et d'articulation de politiques publiques orientées vers le vieillissement avec autonomie. Nous avons des avocats partenaires, des psychologues bénévoles, des assistantes sociales. Mais plus que tout, nous avons l'écoute. L'écoute que tant d'entre nous ont attendue pendant des décennies. L'inauguration était simple, mais pleine de symbolisme. Chaque femme qui nous a aidés à construire l'Institut a laissé un mot brodé sur un tissu. Les mots ont été cousus dans une couverture qui recouvre aujourd'hui la table principale de la salle de réunion. Liberté, dignité, vérité, courage, fermeté, foi. Pendant l'événement, une fillette de 11 ans m'a offert un dessin. C'était moi
assise sur une chaise, entourée de femmes. Au-dessus de ma tête, une banderole disait « Celle qui a appris à parler ». Je l'ai gardée comme un trophée. Il y a quelques jours, je suis retournée à la clinique où tout a commencé. Non pas comme patiente, mais comme invitée. La nouvelle direction a réaménagé l'espace. Ils ont mis en place une aile de soins communautaires, aboli les protocoles abusifs, formé l'équipe sur la base du projet que nous avons développé. On m'a demandé de parler aux professionnels. Je suis entrée dans ce couloir d'un pas ferme. J'ai senti l'odeur de la peinture fraîche. Mais ma mémoire portait encore le poids du passé. Mes yeux se sont posés sur des portes qui avaient été des barrières. Et quand je me suis trouvée devant la salle où j'avais été évaluée pour la première fois, je me suis arrêtée. J'ai respiré, je suis entrée, je me suis assise et j'ai parlé. Il y a quelques années, j'étais assise exactement où je suis maintenant. Sauf qu'on ne m'a pas demandé comment je me sentais. On m'a regardé comme si j'étais un problème à résoudre. Aujourd'hui, je reviens ici non pas comme un cas clinique, je reviens comme l'exemple que personne n'a le droit d'arracher la parole à une autre personne. Surtout quand cette parole est tout ce qui lui reste. À la fin, je leur ai remis un exemplaire du livre que j'ai écrit avec Claire. Et sur la dédicace, j'ai écrit « Pour qu'aucune autre femme ne soit jamais traitée de folle, simplement parce qu'elle est assez courageuse pour continuer d'exister. » Aujourd'hui, je continue à vivre avec légèreté. Je fais du pain le matin, je m'occupe des plantes, je reçois des visiteurs, je supervise des projets. Le soir, j'écris. J'écris parce que je sais maintenant que l'écriture me sauve chaque fois que la vie tente de me diminuer. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je voudrais vous demander une chose. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Je veux savoir où ces mots parviennent. Et si d'une manière ou d'une autre ils ont touché votre cœur, laissez votre j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre qu'ils ne sont pas seuls. Parce que si j'ai pu transformer la douleur en chemin, vous le pouvez aussi. Je suis Marguerite, on m'a traitée de folle. Mais j'étais juste une femme qui essayait de garder sa propre histoire vivante, et j'ai réussi.